le monde! Tellement content de vous voir encore une fois. Oui, ici, à Junior et Major, et cette semaine, depuis le temps que je voulais qu'ils reviennent, oui, Monsieur Éric Fichaud, Monsieur Jazette, Monsieur J'ai plein de choses à dire, qui va nous parler des gardiens et aussi un peu, quand même, pas mal, beaucoup de Zachary Ficalé. Hein? Donc, pas le choix. On commence ça tout de suite. On est rendu à la fin janvier, ce qui veut dire qu'officiellement, oui, on a le droit, on a permission de parler de la course vers les séries. On sait c'est qui les équipes qui trônent au haut du classement. Et on sait aussi que dans la LHJMQ, il y a 2 équipes qui sont éliminées. Mais cette année, pas évident qui fera pas partie de la fameuse grande danse dont on parle. C'est facile de faire les séries dans la LHJMQ, mais là, cette année, ça va se corser. Parce qu'il y a des années, souviens-toi, on savait, mois de novembre, mois de décembre, très tôt, qui ne ferait pas les séries. Là, ça s'est corsé et à notre grande surprise, il faut l'admettre. Hein? Ça sonne de meilleur culpa, ça se peut-tu? Oui, ça sonne de meilleur culpa. Shawinigan, je ne pensais pas qu'il serait capable de faire ce retour-là. Bien, disons, soyons honnêtes, c'était tellement laborieux qu'au début de saison que je pense qu'on était tous du même avis. Là. Oui, et considérant qu'ils ont échangé leurs 3 joueurs de 20 ans, Mathieu Boudreau du côté de Victoriaville, Francis Beauvillier à Rouyn-Noranda et Frédéric Gaudreau à Drummondville. Mais c'était des bons échanges pour les Cataractes. Sincèrement, ils ont regarni leur banque de choix de repêchage et ils sont allés chercher des victoires après. C'est comme si ça avait enlevé une certaine pression sur l'organisation. Il y a des joueurs qui en ont donné davantage. Il y a aussi la performance de Storm Faneuf durant le championnat du monde junior alors que Marvin Copper était parti. Tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que les Cataractes ont été capables d'aller chercher des points. Ils ont perdu des matchs, mais ils allaient chercher des points en prolongation, en tir de barrage. Et la course s'est beaucoup resserrée. Et puis il y a toi-même aussi que tu me faisais remarquer depuis le début de la saison, malgré l'affiche, il était rarement déclassé. Oui, c'est exactement le cas. Il s'accrochait, il était capable, sur 60 minutes, parfois il en jouait 50, les 10 minutes qu'il se présentait, le niveau d'intensité chutait. C'est là que ça coûtait cher. Il y aura 2 matchs Sherbrooke-Shawinigan au mois de mars. Et moi, je pense que c'est là que ça va se jouer. Le Phoenix de Sherbrooke, là, on a senti qu'après la bonne période de novembre, ça a été plus difficile par la suite. Francis Desrosiers a été blessé, mais Maxime Lagacé, l'acquisition de Shawinigan, d'ailleurs, c'est un peu sarcastique. Je pense qu'il a donné le second souffle que le Phoenix avait besoin. Ça demeure que c'est une équipe qui va avoir de la misère à faire les séries éliminatoires. Mais en même temps, est-ce que ça se peut aussi que les 2 équipes qui soient éliminées soient dans les maritimes? Parce que, bon, on parle de Saint-John, évidemment. C'est le scénario. Et avec la vente de feu de Charlottetown, là, j'ai hâte de voir vraiment les prochaines semaines. Bien là, je pense que tu mets le doigt sur le bobo. Les Highlanders, en se départissant de 9 joueurs, et moi, je pense qu'il y a 2 départs qui font très mal. D'abord, Antoine Bibot. C'était le gardien de but qui faisait l'essentiel du gros travail. C'est un vétéran. Là, on se retrouve avec Mason McDonald, qui est un gardien de 17 ans. Alors, c'est moins évident de ce point de vue-là. Mais qui a bien fait au match des espoirs, donc on voit le potentiel. Et Yann Pavel-Laplante, c'est un travailleur acharné. On le voit avec Victoriaville depuis sa venue là-bas. C'est un gars qui travaille très fort et très complet. Alors, c'est sûr que les Highlanders vont avoir de la difficulté à confirmer une place dans les séries éliminatoires. On va voir qu'est-ce qu'ils vont être en mesure de faire. Batters, là, ça, c'est l'énigme. Parce que congédiement d'entraîneur dans leur cas, ils vont avoir beaucoup de matchs à domicile. Je regardais le calendrier qui est peut-être un peu favorable d'ici la fin, mais en même temps, les Sea Dogs font aussi partie de ce groupe d'équipes dans les Maritimes qu'on va surveiller leur performance. Il y a un point positif pour les Sea Dogs. Les jeunes font très bien depuis le mois de décembre et ils vont jouer la grande majorité de leurs derniers matchs. Je calculais 12 des 13 derniers contre les équipes de la section des Maritimes. Ça va peut-être leur donner un petit répit. Mais sincèrement, si j'avais une prédiction à faire en ce moment, je suis pas capable encore de la faire. Non, elle serait difficile à faire. Puis moi, je veux survenir brièvement sur les Sea Dogs de Saint-John. Grande organisation, on le sait, qui ont connu énormément de succès. Ça me surprend que la reconstruction prenne autant de temps. Bon, ça me dit ça fait 2 ans, mais d'habitude, au hockey junior, t'es capable de rebondir un peu plus vite. Et du côté des Cataractes, Colin, c'était quasiment rendu les souffres-douleurs. On a tellement ri du fait qu'ils ont quasiment donné l'âme de l'équipe pour gagner la Coupe. Honnêtement, sérieusement, une participation aux séries, là, je veux dire, il y aurait de quoi être fier. Ça ferait souffler l'organisation, puis ça promettrait énormément pour l'année prochaine. Et ça aussi ajouterait des revenus, parce qu'on sait que, malheureusement, c'est une réalité. Les assistants sont un peu chutés du côté de Shawinigan. C'est sûr qu'on est conscient que la reconstruction est longue, c'est éprouvant. Les gens sont venus me voir, m'ont dit on continue à croire en cette équipe-là. La bannière qu'on a en haut là, elle nous rassure certains soirs. Il y a des fois qu'on retournerait fâché à la maison. Là, on regarde la bannière.
Exact. Non, puis oui, Ça nous aide à mettre les choses en perspective. Et c'est normal, évidemment, que les assistances baissent un peu, mais par contre, ils sont quand même là et bravo aux gens de Shawi. Alors, donc, ça c'est va drôle permettre parce des que. revenus. Non, mais c'est parce qu'évidemment, comme j'ai dit, on sait un peu c'est qui les équipes de tête, mais d'avoir une espèce de suspense sur qui c'est va bon. participer ou ne participera pas aux séries. C'est bon pour tout le monde, y compris les équipes de fond de classement, parce que c'est sûr qu'il y a des équipes qui ont sacrifié là-dedans. Je parlais, on ne l'a pas nommé, mais Jean-François Plante, meilleur buteur, en tout cas dans la course au meilleur buteur dans la LHJMQ. C'est sûr que ça fait mal au Phoenix de Sherbrooke. C'était celui qui marquait des buts. Alors, c'est des défis pour ces équipes-là d'essayer de donner des rôles différents à certains joueurs. Je pense qu'il y en a qui ont été capables de le faire depuis le mois de décembre. Alors, on va suivre la course jusqu'à la fin. Exact. Mais Suspense. c'est bon qu'il y ait de la course dans le bas de classement. J'aime ça. J'allais le dire. Suspense, suspense, suspense. Vive l'hockey junior. La nouvelle année a plutôt bien débuté pour Jonathan Diaby. Le défenseur des Tigres de Victoriaville a obtenu la confiance des Prédateurs de Nashville, qui lui ont fait signer un premier contrat professionnel. Diaby a raté les 3 premiers mois du calendrier régulier, mais il n'a pas tardé à faire sentir sa présence à son retour au jeu. En récoltant près d'1 point par match cette saison, Diaby a vite retrouvé l'aplomb qui lui a valu d'être sélectionné au 3e tour lors du repêchage de la Ligue nationale en 2013. Il veut terminer la saison en force et aider les Tigres lors des prochaines séries éliminatoires. C'est sûr, quand t'es longtemps, une longue période comme ça dans les estrades, c'est long, mais je veux dire, je suis revenu, puis j'étais en forme, les gars m'ont aidé aussi. Là, je veux dire, quand je suis avec des bons joueurs, ça aide, puis ça va super bien, j'ai pas à me plaindre. Là. Je pense que c'est juste de continuer à jouer mon style, à être physique, solide défensivement, puis je veux dire, ajouter peut-être un peu d'aide sur le powerplay aussi avec mon lancer, mais rester dans mes limites, puis pas en faire trop, puis du leadership. Je suis tellement content de recevoir mon prochain invité. Vous le connaissez tous. Vous l'aimez. Éric Fichaud, comment ça va? Ça va très bien. Et je suis content, comme j'ai dit, de te recevoir parce que tu avais été un invité lors de notre première saison où je manquais d'expérience. Et je me souviens à l'époque que notre réalisateur m'avait dit « Essaie de faire 10-12 ». On avait fait 35. Donc aujourd'hui, on va essayer de limiter ça à moins de 20 minutes. Éric, je pense que tu es la personne parfaite pour peut-être répondre à la question. On parle depuis quelques temps, depuis quelques années, du manque de gardiens dominants au pays. Évidemment, le Joe Lamire ici au Québec. C'est sûrement le moment d'avoir le bouton panique allumé ou c'est juste un cycle puis tout va redevenir à la normale? Écoute, non, je pense pas qu'il faut paniquer. Il reste que... La réalité, c'est qu'il y a plus de gardiens de but dans le monde. Il y a tout simplement... Les Européens, je pense, peut-être nous ont dépassés. Et il faut regarder ce qui se passe dans la Ligue nationale. Il y a des Européens partout. Et non seulement sont dans la Ligue nationale, ils font partie des meilleurs gardiens de but. Donc, moi, je pense qu'il faut respecter ça. On n'est plus tout seul, comme ça a peut-être déjà été le cas. C'est sûr que la popularité aussi là, des gardiens, il y en a de moins en moins. Il reste, Marc-André Fleury, qui est peut-être le gros nom québécois. C'est vrai que Patrick Roy et Martin Brodeur ont comme installé une mode. Tout le monde voulait devenir gardien de but. Là, d'un coup, le jeu s'ouvre, on veut devenir l'attaquant qui va compter 100 points. Bien, moi, quand j'étais plus jeune, c'était ça. Tu sais, t'avais Patrick Roy qui jouait pour le Canadien de Montréal, qui était l'idole, le joueur vedette de l'équipe. Moi, je me posais pas de questions, je voulais être gardien de but. Non, t'as fait partie de la vague des Québécois qui ont bombardé la Ligue. Bien, je suis arrivé un petit peu après. Moi, j'étais un petit... avec les autres gardiens, il y avait naturellement, Patrick, Stéphane Fiset, Félix Potvin, Martin Brodeur. C'était ça, moi, les gardiens de but. Puis, honnêtement, c'était mes idoles en même temps. Puis, je me souviens, tu sais, moi, j'étais un gars de Ville-d'Anjou. Stéphane Fiset, il vient de Ville-d'Anjou aussi. Fait que j'ai appris à le connaître quand j'étais un peu plus jeune. Fait que c'est sûr que quand j'ai monté, Stéphane, c'était mon idole. Là, je suis arrivé à Chicoutimi. Il y avait Félix Potvin qui était arrivé avant moi. Fait que là, c'était Félix Potvin qui était un petit peu mon modèle. Fait que j'ai eu un paquet de gardiens de but comme ça que, durant mes années, que j'ai monté de niveau, que je regardais, puis j'essayais soit d'imiter ou de m'inspirer, si tu veux, de ces gars-là. Fait que moi, c'est un peu la façon que je percevais les gardiens de but à l'époque. Mais en même temps aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Martin puis de Patrick, dans ton temps, dans mon temps, dans ton temps le vieux aussi, temps. Exact, dans le bon vieux temps, c'est un style de jeu différent. Il y avait beaucoup plus d'accrochage, il y avait la trappe, l'équipement était plus large. On a fait beaucoup de modifications, le jeu est plus ouvert. Moi, je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi on voit à tous les niveaux un peu plus de faiblesse devant le filet. En fait, c'est pas la faiblesse, c'est que je pense que l'attaque a pris le dessus.
Bien, écoute, c'est sûr que tu as les bâtons aussi qui ont changé la force des tirs des joueurs. Aujourd'hui, avec les fameux One Piece qu'on appelle, c'est incroyable. Tous les joueurs ont des bons tirs. La rapidité, le jeu est beaucoup plus... Moi, je te confirme, j'en ai un et ça n'a pas amélioré mon tir. Je vais juste régler ça, non. Mais tu sais, le jeu est bien plus vite. Si on regarde là, des séquences d'aujourd'hui, et puis je recule pas de 50 ans, là, recule de 15-20 ans, la différence, le jeu est tellement rapide. On a rapetissé l'équipement des gardiens de but. Le but, là, on veut voir des buts spectaculaires, c'est ça. Donc, on a rapetissé l'équipement, on a changé même derrière le filet pour avoir plus de jeu. On fait tout pour avoir plus de buts. On veut pas que les gardiens, dans le fond, arrêtent les rondelles, mais sont rendus tellement bons. Je pense que l'évolution du gardien de but, pour moi, là, c'est la plus grande. Si on regarde toutes les positions, pour moi, le gardien de but, c'est la position qui a évolué le plus. Et la différence, peut-être, entre les meilleurs gardiens à l'époque et aujourd'hui est beaucoup plus petite. Puis on dirait que même lorsque vient le temps du repêchage, dès qu'on prononce le mot gardien de but, il y a comme une nervosité. Il faut surtout pas se tromper. Est-ce qu'on le repêche en première ronde? Est-ce qu'on prend le risque d'attendre en deuxième? Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Combien de fois est-ce qu'on a dit que Price est monté trop vite? Il aurait peut-être dû passer du temps un peu dans la Ligue américaine. On dirait vraiment que le gardien de but, c'est une espèce de bibelot précieux à laquelle il faut vraiment faire attention. Bien, c'est un excellent point parce que je pense que dans le passé, il y a des gardiens qui sont sortis de bonne heure, puis on s'est rendu compte que le développement, là, c'est tellement difficile à prévoir comment le gardien va devenir. On décide aujourd'hui d'y aller peut-être avec des joueurs d'avant ou des défenseurs, et les gardiens, on va les repêcher en deuxième, troisième ronde, parce qu'on regarde là, les gardiens qui sont rentrés dans la Ligue, il y a beaucoup qui arrivent à 24, 25 ans, des gars de l'Europe. Tu prends un développement plus lent avec les gardiens, c'est pas mauvais de passer un an ou deux dans la Ligue américaine, au contraire. Au contraire. Puis honnêtement, on voit le Carey Price, là, cette année, là, il joue le hockey qu'on s'attendait de lui. Il joue à la hauteur des attentes. Mais moi, je pense que si on avait bien commencé Price au niveau professionnel, si on l'avait gardé à Hamilton, peut-être même 2 ans, ce qu'on voit aujourd'hui, on l'aurait peut-être vu là 2-3 ans. Et je pense que ça l'a retardé. OK, ce qu'on comprend bien, ce que tu me dis, c'est que les gardiens deviennent matures. Plus tard. Et parlant de maturité, je pense qu'on a un beau cas ici à Montréal avec Zachary Ficalé que j'ai eu la chance de rencontrer. Je pense que lui, il est à bonne place dans sa tête. On parle de maturité, je pense qu'il l'a. J'espère qu'on fera pas la gaffe, parce qu'il est québécois, de l'amener ici trop vite. Parce qu'on sait ce que ça pourrait être s'il est à Montréal derrière Price. Quelques mauvais matchs de la part de Carey, puis là, on va entendre Ficalé. C'est la pire affaire qui peut arriver à un gardien, tu es d'accord avec moi? 100 d'accord. Puis toi, tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu vois en lui? Écoute, je vois un beau potentiel, un gars qui est extrêmement intelligent, qui est mature pour son âge, beaucoup de vécu, tu sais, pour un jeune gardien de but. Déjà une Coupe Memorial, il a représenté le Canada, championnat mondial junior. Donc, il a de bonnes chances de le faire l'année prochaine. De le faire encore l'année prochaine. Et c'est un gardien, moi, à chaque fois, les gros matchs, il performe. Et on voit que c'est un gardien qui est calme. Il a vraiment l'attitude, je pense, pour réussir à Montréal. Et je me souviens, j'ai regardé un match pré-saison qu'il avait joué justement dans son camp avec le Canadien de Montréal. Puis ça me faisait rire parce que je le voyais à la télévision qui cherchait la rondelle, puis qu'il avait l'air à trouver ça difficile de voir la rondelle quand, surtout, la rondelle se retrouvait à la ligne bleue. Et ça m'a rappelé mon premier match dans la Ligue nationale. Une des plus grandes différences du junior à la Ligue nationale, c'est le trafic devant le filet. Mais pourtant, il y en a dans le junior. Il y en a, mais c'est pas pareil. Probablement, les gars sont moins gros, mais c'est tellement différent. Les joueurs sont beaucoup plus agressifs autour de toi. Et je me souviens... Ça grogne. Ça grogne. Puis là, j'étais le pauvre Zach qui est nerveux de son match, qui a la difficulté à repérer la rondelle à travers le trafic. C'est un cauchemar, là, de pas voir cette rondelle-là qui arrive à 100 km/h. C'est l'enfer. Et je me souviens, j'y ai parlé, j'ai dit... Avoue-moi là, que tu avais de la difficulté à voir la rondelle. Il dit c'était l'enfer et je voyais rien. Et ça m'a tellement fait rire parce que je me rappelais mon premier match, moi, qui était contre le Canadien de Montréal quand j'étais avec les Maple Leafs de Toronto. C'était la même chose. À chaque fois que la rondelle était à la ligne bleue, il y avait du monde devant moi. J'étais là, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement difficile. Tu n'es pas capable de voir la rondelle. Il faut que tu te battes constamment. Et je pense que ça te fait réaliser comment la marge est grande entre le junior et la Ligue nationale. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment les attitudes et il y a l'intelligence pour avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. Et pas juste ça, moi, ce que j'entends de lui, c'est que lorsqu'il accorde un mauvais but, ce qui arrive forcément à tous les gardiens, évidemment, ça ne l'affecte pas pour le restant du match. Oui, ça, là, cette force-là psychologique, non plus, ça s'enseigne pas. Tu nais avec quasiment, là, je veux dire. Ça, c'est clair. C'est sûr que tu peux la travailler avec les années. Quand on parle d'expérience, c'est ça, parce que, à mon avis, tu n'as de plus que tu vas vieillir, tu vas en avoir des mauvais buts. C'est toujours comment tu vas rebondir. Mais tu as tout à fait raison. Je trouve, pour son âge, il n'y a pas beaucoup de choses qu'il peut regarder en arrière, là, puis d'utiliser comme outil, si tu veux, là. Et moi, c'est ça qui me frappe de lui, parce que, justement, en parlant qu'on parlait de son premier match, je pense qu'il s'est fait marquer sur un des premiers tirs qu'il y a eu, si c'est pas le premier. Et par la suite, il
qui a rebondi. Et c'est la même chose quand on regarde ses performances dans le junior. Il est capable de l'effacer, ce but-là. Et si tu as une place que tu dois faire ça, c'est bien Montréal. Donc, c'est officiel, on a une perle rare en Je pense que oui, mais on doit bien, le polir. Le polir. Vraiment, et avec Stéphane Waite, on voit le travail qu'il fait présentement avec Boudaille et Price. Et Marc Bergevin, je pense qu'il y a une bonne équipe de développement, là, que ce soit à Hamilton ou à travers le reste du Canada, que les joueurs vont aller voir justement les espoirs du Canadien. Je pense qu'on va faire les choses correctement avec Foucault. Donc, le message est clair. Hein? On attend un petit peu avant qu'au Centre Bell, on commence à crier « Fucalé, Fucalé ». Il s'en vient. Et quand il va arriver, il va être solide. Éric, merci. Ça fait plaisir. On a fait moins d'une demi-heure, c'est génial. C'est très bon. Et moi, tout de suite, je fais mes valises virtuelles. Je me dirige vers Val-d'Or, où j'ai eu la chance et le privilège de passer un peu de temps avec les Foreurs. C'est quoi la place des Foreurs ici à Val-d'Or? Ah, c'est une religion. C'est certain que ça fait déjà 20 ans que l'équipe est ici à Val-d'Or. Une période un peu plus difficile pour les Val-d'Oriens, pour l'organisation des Foreurs de Val-d'Or, parce qu'on a tellement connu des bons moments à partir de 93, 2 coupes du président. C'est normal, le hockey junior, c'est cyclique. Fait que... Exact. On dirait qu'on sort un petit peu moins. On le voit, là, les foules sont d'à peu près 1500 personnes par soir. Donc, on est tous des passionnés du hockey, mais on dirait que la génération d'aujourd'hui est bien à la maison. On sort un petit peu moins, donc c'est un peu malheureux. Je pense que depuis 1993, les gens de Val-d'Or ont toujours été fiers de leur équipe, particulièrement quand on a eu des grosses équipes. Puis pourtant, cette année, on a une grosse équipe, on a une belle équipe, une équipe qui est dynamique, qui fonce, puis qui nous offre un bon spectacle. Donc, il y a une fierté, mais malheureusement, elle n'est pas assez présente cette année au Centre à Québec à Val-d'Or. Moi, j'ai une image préconçue peut-être des Foreurs à Val-d'Or. Du peuple valdorien. Puis j'ai dit, c'est cette image-là qu'on devrait ramener dans notre équipe, ou du moins l'amener au maximum, la vision du groupe d'actionnaires, la vision que j'avais, de ramener ça dans notre vestiaire, puis vraiment de partir de cette base-là. Parle-moi un peu de la rivalité entre les Foreurs et les Huskies. C'est une rivalité entre les Foreurs et les Huskies? Il y a toujours eu cette fameuse guerre de la 117. Puis c'est dommage à un certain moment pour la région, mais pour le hockey, pour l'amateur de hockey, par exemple, c'est le fun en tabarnouche. Quand tu as une game Foreur-Husky, tu vas être là, tu vas canceller n'importe quoi, tu laisses ta blonde à la maison, tu sors avec tes chums, ça te prend une game Foreur-Husky au moins une fois dans l'année, puis il y en a tellement plusieurs qu'il faut absolument que tu vives ça. C'est le fun de voir les gens, l'engouement. Tu le sens dans les deux arénas. Les gens suivent, les arénas sont pleines. Tu gagnes ta game contre Rwanda, tu vas peut-être te gagner un an de contrat. Là. Je pense que c'est ce qui allume nos débuts de saison, nos périodes de Noël. On a les matchs clés contre eux. C'est vraiment des périodes intenses. Autant on les déteste, les Huskies, autant il y a une belle rivalité, puis on est un petit peu dépendants les uns des autres. Donc, on a vraiment envie de tout gagner ces matchs-là. Sauf qu'il reste qu'on est vraiment interdépendants, puis c'est une très, très belle rivalité qui s'installe, non seulement entre les équipes, mais entre les deux villes, Rouen et Val-d'Or. Selon toi, qui fait le plus de bruit? Qui est plus dedans, les gens de Val-d'Or ou les gens de Rouen? Bien, les gens de Rouen quand ils sont à Val-d'Or, les gens de Val-d'or quand ils sont à Rouen. OK, fait que vous jouez bien à l'extérieur. Ouais, on est fort là-dedans. Nous autres, on aime ça se péter les bretelles chez la voisine. Quand nous, on va à Rouen et qu'on se déplace, on est une cinquantaine sur 2000, on fait autant de bruit que les 2000. Et à l'inverse, quand eux viennent à Val-d'Or, on dirait que les 50 partisans de Rouyn-Noranda nous enterrent. Il y a de l'orgueil. Trois joueurs ont atteint le plateau des 40 buts lors de la dernière semaine d'activité dans le circuit Courteau. Jean-François Plante des Tigres de Victoriaville, Anthony Duclair des Remparts de Québec et Anthony Manta des Foreurs de Val-d'Or dominent le classement des meilleurs buteurs de la LHJMQ.
Anthony Mantha a devancé ses rivaux en marquant son 40e but à son 38e match, contre 45 pour Duclair et 48 parties pour Plante. L'attaquant des Tigres n'a pas à rougir de sa performance. Il avait marqué 37 buts lors de ses 4 premières saisons réunies avant cette année. Il reste environ 6 semaines avant la fin du calendrier régulier, donc chaque match compte de plus en plus. On met la loupe où en fin de semaine? 4 février, Drakkar-Rempart. Ouh! Et Québec, tu vois la bête noire du Drakkar. Exactement. Donc, les 4 premiers matchs, les 2 équipes avaient séparé ça, 2 victoires de chaque côté. Et particulièrement à Bécomo, Drakkar avait eu de la difficulté contre les Remparts. Là, ça va être au Colisée. Donc, j'ai hâte d'avoir aussi la fin de saison de Bécomo. Parce qu'on l'a vu, les débuts de Charles Hudon ont été prometteur. Je pense que ça a été très bon. Oui. Les foules de Bécomo a beaucoup apprécié Charles Hudon. On l'aime. Ça a parti sur un mauvais pas, par exemple. Hein? Non, mais c'est sûr, écoute, il y avait le championnat junior, tu déménages... Mauvaise déclaration. D'aller dire j'aurais peut-être préféré Halifax. Là, écoute, je pense que dans son cas, on connaît Charles Hudon. Je veux juste revenir un peu là-dessus parce qu'il y a des gens qui, là, à Bécomo, on a comme resté un peu surpris de cette déclaration-là. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il connaissait bien Zachary Foucalé, Jonathan Drouin. Exact. Il aurait aimé ça aller les retrouver à Halifax. Mais en même temps, ce sont des jeunes juniors, il ne faut pas oublier ça. C'est ça, j'allais dire. Combien de fois est-ce qu'on chiale sur les espèces de réponses redondantes de hockey? Ben, c'est ça. Les joueurs, là, on essaie d'exprimer vraiment ce qu'on pense. Je peux-tu te dire, les journalistes, on aime ça, des déclarations comme ça. Ça, j'en doute pas. Ça fait des bons topos, là. C'est pas dire pour autant qu'ils crachaient sur la côte nord, parce qu'honnêtement, le jeu pour Veilleux, je suis sûr qu'il est hyper content. Puis on sait que le Drakkar a des chances d'aller très loin dans les séries. Donc, tu peux pas être entièrement triste. Il fallait juste pas se laisser déconcentrer par cette déclaration-là. Je pense que Charles Hudon, c'est peut-être un peu ouvert. Mais on demande maintenant aux jeunes de faire attention. Faut pas là, c'est ça. Là, on va leur fermer la trappe encore plus. On aime ça quand il parle. De toute façon, c'est à lui de livrer la marchandise. Parce que c'est sûr qu'il a de la pression sur lui. Il a bien fait dans ses débuts. Mais là, la fin de saison est importante. Il faut que la cohésion s'installe rapidement. Et je pense que c'est prometteur, ça, c'est certain. Mais j'ai hâte de voir la fin de saison du Drakkar parce que c'est sûr qu'Éric Veilleux a voulu répartir la pression. Il a d'ailleurs dit que les Remparts étaient maintenant des favoris avec Michael. Lui, il va tout faire pour mettre la loupe ailleurs que sur lui. C'est ça. C'est normal. Ça fait partie de sa stratégie. Ça fait partie de son travail parce qu'Éric Veilleux, là, il est en train de préparer cette troupe pour les séries. On le connaît, c'est sûr que c'est comme ça. Alors, moi, je pense que Bécomo, vraiment à surveiller d'ici la fin. L'arrivée de Charles Hudon change quelque chose dans cette équipe-là, on l'a vu. Là, maintenant, c'est à eux de livrer la marchandise. Et je vais en profiter pour mentionner, des fois, le coach Veilleux me fait rire parce qu'il dit « Ah, on parle pas beaucoup du Drakkar, évidemment, l'attention est sur les autres équipes, mais plus les séries approchent, plus ça fait son affaire. » Coach Veilleux, t'es un bon club, faut assumer, on va en parler. Mauvaise nouvelle, c'est ça. On va en parler souvent d'ici la fin, c'est certain. Club très complet, sur papier, ils ont tout ce qu'il faut pour gagner. Maintenant, il faut livrer la marchandise. Et il y a des gros matchs qui attendent le Drakkar de Bécomo d'ici la fin parce qu'ils jouent dans une section qui est assez relevée, contre des équipes de l'Ouest également, qui vraiment, c'est très bon. Alors, à surveiller le Drakkar de Bécomo. Un autre gros match à surveiller aussi. 1er février, sur les ondes de MaTV, 19h. Gros test pour l'Armada qui doit finir la saison sur une bonne note. Les Mouzettes d'Halifax sont en ville. Alors, c'est un match important pour Boisbriand et pour Halifax dans les championnats de section parce que c'est très serré. Alors, on va surveiller ça d'ici la fin, mais gros match à MaTV samedi. En fait, gros week-end de hockey. Et grâce à toi, beaucoup d'options. On aime ça. L'horaire est plein. Ciao tout le monde. Bye.